Chapitre 1, le retour des soldats. Dan Banks avait tué 17 hommes au cours de sa carrière. Chaque mort était précise et nécessaire. Tandis qu'il ajustait sa tenue de cérémonie devant le miroir de la salle de bain du transport militaire, il repensait à son pays, au sourire chaleureux d'Hélène et aux conversations enthousiastes de Tommy, 8 ans, à propos de cartes de baseball. 3 mois d'opération secrète en Europe de l'Est lui avaient semblé une éternité, mais la mission était accomplie. Le trafiquant d'armes qu'il traquait nourrissait maintenant les poissons dans le Danube. Le reflet de Dan montrait un homme sculpté dans le granit, d'1,88 m, au visage buriné, marqué par une cicatrice allant de la tempe gauche à la mâchoire, souvenir de Kandahar. Ses yeux gris acier lui avaient semblé excessifs, mais il s'adoucissait en pensant à sa famille. Hélène Grimm était son point d'ancrage depuis leur rencontre 7 ans plus tôt dans un groupe de soutien aux vétérans. Elle avait perdu son premier mari en Irak et comprenait le poids des soldats. Lorsqu'ils se marièrent 2 ans plus tard, Dan hérita de Tommy, 5 ans, et le garçon devint le fils qu'il n'avait jamais eu. L'avion atterrit à Fort Bragg à 14 heures. Le commandant de Dan, le colonel Martinez, le prit à part avant de le congédier. Banks, tu as 2 semaines de permission. Ensuite, il faut qu'on discute de ta prochaine affectation. On parle de promotion, peut-être d'un poste d'entraîneur aux États-Unis. Dan hocha la tête, distrait. Il avait appelé Hélène ce matin-là, lui avait dit qu'il rentrait tôt, qu'il voulait faire une surprise à Tommy à son match de Ligue mineure. Sa voix avait semblé étrange, distante, probablement due au stress d'être parent seul pendant son déploiement. Le trajet jusqu'à leur modeste maison à 2 étages de Fagerville aurait dû prendre 40 minutes. Dan y arriva en 30, impatient de tenir sa famille dans ses bras. Alors qu'il tournait sur Maple Street, quelque chose clochait. Son entraînement se réveilla. Une vigilance accrue, l'œil rivé sur les menaces. Une voiture de patrouille du shérif était garée dans son allée, immatriculée en Caroline du Nord, comté local. Normal, Hélène s'était portée volontaire pour la police auxiliaire. Peut-être juste une visite de courtoisie. Mais l'instinct de Dan, aiguisé par des années de survie en territoire hostile, lui criait le danger. Il se gara de l'autre côté de la rue, observant. La maison semblait normale. La Honda d'Hélène dans le garage. La moto de Tommy sur la pelouse, mais les rideaux du salon étaient tirés, et il n'était que 15 heures. Hélène les laissait toujours ouverts. Elle adorait la lumière naturelle. Dan se déplaçait avec le silence d'un prédateur, utilisant sa clé pour entrer par la porte de derrière. La cuisine était impeccable, trop propre. Hélène était soignée, mais pas obsessionnelle. Cela semblait mis en scène. Il entendit des voix à l'étage. Le rire aigu et essoufflé d'Hélène, suivi du rire plus profond d'un homme. Dan serra les mâchoires. Les sons étaient intimes, privés. Alors qu'il se dirigeait vers l'escalier, un bruit étouffé venant d'en bas attira son attention. Le sous-sol. Un battement sourd, rythmé et désespéré. Le sang de Dan se glaça. « Tommy » murmura-t-il. La porte du sous-sol était verrouillée de l'extérieur. Un pen dormant, affirmait Hélène, servait à sécuriser le stockage. Il l'a vendu lui-même. Ses mains tremblaient en tournant la serrure, et ce qu'il découvrit en bas le hantrait à jamais. Le sous-sol avait été transformé en un cauchemar. Tommy était assis, enchaîné à la poutre de soutènement, les poignets écorchés par la lutte. Du ruban adhésif lui couvrait la bouche, les yeux écarquillés de terreur et de soulagement à la vue de son père. Mais c'est l'environnement qui l'entourait qui fit rougir la vision de Dan. Caméra vidéo sur trépied, éclairage professionnel, ordinateur portable ouvert et enregistrant. « Papa !» Le cri étouffé de Tommy résonna sur la bande tandis que Dan se précipitait pour le libérer. Des pas résonnèrent dans l'escalier. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» La voix était autoritaire. Dan se retourna et vit un homme grand en uniforme de shérif, la quarantaine, cheveux blonds et yeux bleus froids. Son badge indiquait K. O'Neill. Derrière lui, Hélène apparut, le visage pâle, vêtue seulement d'une robe de soie. « Dan, tu n'étais pas censé revenir avant quand ?» La voix de Dan était d'un calme mortel tandis qu'il rapprochait Tommy. Le garçon, accroché à lui, sanglotait. « Jusqu'à ce que tu termines ce jeu tordu. » La main du shérif Kelvin O'Neill se porta à son arme. « Tu dois te calmer, petit soldat. Tu interfères avec les affaires officielles de la police. » Le rire de Dan était creux, dénué d'humour. « Affaires officielles ?
c'est ça qu'on appelle enchaîner un enfant de 8 ans dans une cave. On verra combien de temps il survivra, dit Hélène, sa voix prenant une cruauté que Dan n'avait jamais entendue auparavant. C'est ce que nous allions découvrir. La femme qu'il avait aimée, en qui il avait eu confiance, qu'il avait épousée, était une étrangère. Pire qu'une étrangère, un monstre. Tu as commis une grave erreur, dit Dan, sa voix portant la promesse d'une violence. Tu as blessé mon fils. Chapitre 2, révélation sanglante. L'affrontement dura 3 secondes. Dan Banks avait survécu à Fallujah, à la province d'Helmand et à d'innombrables opérations classifiées grâce à sa capacité à évaluer les menaces en un clin d'œil. Le shérif Kelvin O'Neill cherchait son arme de service. Hélène reculait vers ce qui ressemblait à un bouton d'alarme fixé au mur du sous-sol. Et Tommy, son fils, était traumatisé à tous égards et nécessitait des soins médicaux immédiats. Dan se déplaçait avec une rapidité chirurgicale. Sa main gauche attrapa le poignet d'O'Neill tandis que l'arme effleurait le cuir, se tordant avec une précision chirurgicale jusqu'à ce que les os se brisent. L'arme s'écrasa sur le sol en béton. Son coude droit s'enfonça dans le plexus solaire du shérif, le faisant tomber à genoux, haletant. La main d'Hélène était à quelques centimètres de l'alarme lorsque la voix de Dan la frappa net. Appuie sur ce bouton, et je te briserai tous les os avant de te laisser te vider de ton sang. Elle se figea, reconnaissant quelque chose dans sa voix. La voix d'un homme qui avait tué sans hésiter et qui recommencerait. Tommy, ferme les yeux, ordonna Dan, sans quitter des yeux les 2 personnes qui avaient détruit son monde. Le garçon enfouit son visage dans l'épaule de Dan. Maintenant, continua Dan d'une voix conversationnelle, mais imprégnée d'une autorité absolue. Tu vas m'expliquer ce que c'est. Tout, O'Neill serrait son poignet cassé, le visage déformé par la douleur et la fureur. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es lancé, Banks. Alors, c'est plus grave. Tais-toi, Kelvin, s'exclama Hélène, puis se reprit. Le lapsus était révélateur. Les yeux de Dan se plissèrent. Kelvin, pas le shérif O'Neill. Depuis combien de temps cela dure-t-il, Hélène? La femme qu'il avait épousée ne ressemblait en rien à la veuve endeuillée dont il était tombé amoureux. Son visage était dur, calculateur. Lorsqu'elle parla, sa voix portait une venin qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Depuis 2 semaines après ton déploiement, si tu veux savoir, Kelvin et moi partageons certains centres d'intérêt. Le regard de Dan parcourut à nouveau le sous-sol, capturant des détails qui lui avaient échappé dans sa rage initiale. Tout cela n'avait pas été monté à la hâte. L'éclairage était de qualité professionnelle, les caméras coûteuses. Plusieurs cartes mémoire étaient posées sur une table voisine. L'ordinateur portable diffusait une vidéo en pause, Tommy luttant contre ses chaînes, tandis qu'Hélène et O'Neill observaient, commentant. Combien d'autres? La question de Dan était à peine audible. Quoi? Demanda Hélène. À combien d'autres enfants as-tu fait ça? Le silence était une réponse suffisante. Dan avait interrogé des combattants ennemis, des terroristes au cœur brisé. Il savait décrypter les gens. Les micro-expressions d'Hélène, la façon dont le regard d'O'Neill se posait sur un classeur dans un coin, la posture défensive de leur corps. Ils n'étaient pas seulement malades. Ils étaient prolifiques. Le groupe de soutien, réalisa Dan à voix haute. Tu ciblais les veuves, les mères célibataires, tu te rapprochais de leur famille. Le sourire d'Hélène était froid. Le deuil rend les gens si confiants, si reconnaissants de l'attention, et votre position officielle vous a donné accès, ajouta Dan en regardant O'Neill. Combien d'officiers sont impliqués dans cette affaire? Ça suffit, grogna O'Neill. Vous pensez pouvoir débarquer ici et jouer les héros? Ce comté est à nous. La botte de Dan a heurté les côtes d'O'Neill, l'envoyant valser. J'ai demandé combien il y en avait dans le classeur. Il sortit des dossiers, des noms, des adresses, des photos d'enfants. Ses mains tremblaient tandis qu'il les feuilletait. Des dizaines de dossiers, certains marqués comme terminés, d'autres comme en cours. Tommy Bear, 7 ans, terminé. La fille de Michel Dickerson, 6 ans, terminé. Les jumeaux de Martha Alexander, 9 ans, en cours. Vous avez traqué des enfants, murmura Dan, l'ampleur de leur opération devenant évidente. Hélène, vous m'avez épousé pour vous protéger. La veuve endeuillée qui a retrouvé l'amour auprès d'un soldat déployé. Quelqu'un qui serait parti pendant des mois. Tu étais parfait, confirma TL. Pas de famille à proximité, travail confidentiel.
Impossible de discuter de ton emploi du temps, et Tommy était un vrai plus. Dan voulait les tuer tous les deux sur le champ. Ses mains se crispèrent en direction de l'arme d'O'Neill, mais Tommy avait besoin de sa raison, de sa capacité à réfléchir au-delà de sa rage. Ces dossiers représentaient d'autres enfants, d'autres familles. Ce réseau devait être complètement détruit. De fond en comble. Comment fonctionne ce réseau, demanda-t-il. Hélène rit. Tu crois qu'on va te faire un monologue de méchant dramatique? Tu regardes trop de films, Dan. Non, dit doucement Dan en sortant son couteau de combat. Tu vas me le dire, car l'alternative serait que je te découpe en morceaux jusqu'à ce que tu le fasses. J'ai suivi une formation approfondie aux techniques d'interrogatoire sur le champ de bataille. La lame accrocha la lumière crue du sous-sol. La confiance d'Hélène vacilla. Les familles te font confiance, continua Dan en réfléchissant à voix haute. Hélène apporte un soutien émotionnel, identifie les enfants vulnérables. Kelvin utilise sa position pour créer des opportunités, des bilans de santé, des programmes de sécurité, des situations où les enfants sont isolés. Arrête, murmura Hélène. Mais quel est le but ultime? Ces dossiers clos. Qu'est-il arrivé à ces enfants? O'Neill était adossé au mur, serrant son poignet cassé. Vous ne comprenez pas les structures de pouvoir en jeu ici. Ce n'est pas seulement local. Nous sommes protégés par Kelvin. L'avertissement d'Hélène est arrivé trop tard. Au niveau fédéral, demanda Dan. Au niveau de l'État. Jusqu'où cela va-t-il aller? Le silence s'éternisa. Dan regarda sa femme. Cette étrangère au visage d'Hélène sentit quelque chose mourir en lui. Non pas l'amour qui avait été assassiné au moment où il avait trouvé Tommy enchaîné dans leur sous-sol, mais toute trace de l'homme qui avait cru aux secondes chances, à la rédemption, à la possibilité que les gens puissent changer. Cet homme est parti pour toujours. Tommy, dit-il doucement. J'ai besoin que tu montes. Appelle oncle Marcus. Marcus Webb était l'ancien chef d'escouade de Dan, travaillant désormais dans la sécurité privée à Charlotte. Dis-lui le code noir. Il comprendra. Tandis que Tommy montait les escaliers d'une jambe chancelante, Dan se tourna vers ses prisonniers. Car c'est ce qu'ils étaient désormais, prisonniers de guerre dans un conflit qu'ils avaient déclenché dès l'instant où ils avaient touché son fils. Voilà ce qui va se passer, dit Dan, sa voix portant la finalité d'une condamnation à mort. Vous allez me donner chaque nom, chaque lieu, chaque détail de cette opération. Ensuite, vous allez m'aider à la détruire complètement. Et si nous refusons, le défia O'Neill. Le sourire de Dan était vide de tout, sauf d'une promesse. Alors je vous montrerai pourquoi ils m'ont envoyé dans des endroits qui n'existent pas sur les cartes pour faire des choses qui n'ont jamais eu lieu. Chapitre 3. L'art de la guerre. Marcus Webb arriva en moins de 90 minutes. Avec un équipement qui aurait rendu la NSA jalouse. L'ancien chef d'équipe de Dan jeta un coup d'œil au sous-sol et ne posa aucune question. Il se contenta de tout documenter avec une précision militaire. Les deux hommes avaient participé ensemble à suffisamment d'opérations secrètes pour communiquer par des regards et des gestes. À quelle profondeur, demanda Marcus en photographiant le contenu du classeur. Des liens avec le gouvernement fédéral, d'après notre ami ici présent, dit Dan en désignant O'Neill, attaché à une chaise. Hélène, tout aussi immobilisée, était assise à proximité, son arrogance passée remplacée par une peur grandissante. Marcus siffla doucement. Ça complique l'extraction, pas l'élimination. Pendant que Marcus travaillait, Dan étudiait la structure du réseau. Elle était plus sophistiquée qu'il ne l'avait d'abord imaginé. Hélène et O'Neill n'étaient pas de simples prédateurs opportunistes. Ils faisaient partie d'un système coordonné. Les dossiers révèlent le schéma. Les enfants étaient sélectionnés, isolés, puis utilisés pour la production locale ou transférés dans des installations situées dans d'autres États. Les dossiers complétés n'étaient pas des décès, réalisa Dan avec une horreur croissante. C'étaient des registres de vente. Des manifestes de transport, dit-il en trouvant un dossier séparé. Ils en font du trafic. Hélène parla enfin, d'une voix désespérée. Dan, tu dois comprendre. Nous n'avons jamais tué personne. Ces enfants, ils vont chez des gens qui peuvent subvenir à leurs besoins. Leur offrir une vie meilleure. Le revers de la main de Dan fit déraper ses chaises sur le béton. Une vie meilleure. Tommy était enchaîné à un mur pendant que vous le filmiez. Était-ce mieux? C'était l'idée de Kelvin.
Il a dit, il nous fallait une assurance, quelque chose pour te maintenir en vie à ton retour. Une assurance? La voix de Dan était d'un calme mortel. O'Neill releva les yeux, s'imaginant inconscient. Nous étions au courant de votre prochaine mission. Poste de formateur à Quantico, liaison avec le FBI. Nous avions besoin de quelqu'un de l'intérieur. L'ampleur de leur plan a frappé Dan comme un coup dur. Ils avaient tout orchestré. Le mariage, l'adoption, sa carrière militaire. Ce n'était pas un mari trahi. C'était une cible qui s'était fait avoir dès le début. Depuis combien de temps cela était-il planifié, demanda-t-il. 3 ans. Hélène admit. Depuis que nous vous avons identifié comme une cible à forte valeur V. Marcus interrompit sa documentation. Cible pourquoi? Recrutement. O'Neill a dit que le réseau avait toujours besoin de ressources militaires, en particulier de personnel des opérations spéciales avec un casier judiciaire vierge et des évaluations psychologiques indiquant une grande flexibilité morale sous pression. Flexibilité morale. Répéta Dan. Tu pensais que la torture me forcerait à te rejoindre? On pensait que trouver le corps de Tommy te briserait, dit Hélène d'un ton neutre. Le deuil rend les gens malléables. Ensuite, Kelvin enquêterait, serait ton épaule pour pleurer, te présenterait des possibilités d'amélioration financière. Ça a déjà marché. Dan resta parfaitement immobile, digérant la révélation. Ils avaient prévu d'assassiner Tommy, puis d'utiliser son chagrin pour le recruter dans le trafic d'enfants. Le calcul froid était stupéfiant. Les autres familles, dit-il. Combien de cibles militaires? 17 recrutements actifs, répondit O'Neill. Espérant peut-être que la coopération lui sauverait la vie. Différentes approches pour différents profils psychologiques. Certains par la romance, d'autres par la pression financière, le chantage ou les menaces familiales. Marcus brandit un dossier intitulé « Opération Flèche brisée ». À l'intérieur se trouvaient les profils psychologiques des membres des opérations spéciales, leurs faiblesses, leurs familles. Le profil de Dan était marqué « Cible principale phase 3 ». Phase 3, demanda Marcus. Activation, expliqua Hélène. Une fois recrutés, les agents se voient confier des missions de plus en plus sensibles. Ils finissent par devenir des partenaires opérationnels à part entière. Dan comprit l'ampleur réelle de ce à quoi il faisait face. Il ne s'agissait pas seulement d'un réseau local de trafic. C'était un réseau de corruption systématique ciblant les unités d'élite de l'armée. Combien de bons soldats avaient été détournés? Combien d'enfants avaient été sacrifiés pour entretenir ce cancer au sein de la défense américaine? Communication, demanda-t-il. Comment se coordonne-t-on avec les autres cellules? Aucune ne répondit. Dan prit son couteau. Je vais compter jusqu'à 3. Puis je commence à retirer des doigts. Application de messagerie cryptée, dit O'Neill rapidement. Chaque chef de cellule est en contact direct avec les coordinateurs régionaux. Nous ne connaissons pas la structure complète. Compartimentée pour des raisons de sécurité. Montrez-moi. Le téléphone d'O'Neill nécessitait son déverrouillage biométrique. Dan appuya le pouce de l'homme sur l'écran, accédant à une interface de messagerie unique en son genre. Un cryptage de niveau militaire. Mais l'historique des conversations révélait que les tentacules du réseau s'étendaient à plusieurs États, plusieurs agences. Bon sang. Marcus Brice lisait par-dessus l'épaule de Dan. ATF. DEA. Police d'État. Bureau du shérif, sous-traitants fédéraux. C'est une infiltration à spectre complet. Dan parcourut les résumés opérationnels. Le réseau se développait depuis plus de 10 ans, commençant modestement par la corruption locale, s'étendant au trafic d'êtres humains, et s'approchant maintenant de ce qui ressemblait étrangement à un gouvernement fantôme. Qui le dirige, demanda-t-il. On ne sait pas, dit Hélène. Les ordres passent par des intermédiaires. Les coordinateurs régionaux rendent compte aux coordinateurs d'État. Ils rendent compte à quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré. Dan ne la croyait pas. Quelqu'un d'aussi organisé, d'aussi prudent, qui ne compartimenterait pas complètement. Il fallait des réunions en face à face, des protocoles de vérification, des exercices de confiance. Il s'apprêtait à insister quand Marcus le saisit par le bras. Un véhicule approchait. Plus que 2 minutes. Dan regarda les écrans de sécurité activés par Marcus. Un SUV noir immatriculé au gouvernement tournait dans leur rue.
Ni la police, ni l'armée. Le genre de véhicule banalisé qui signifiait les forces de l'ordre fédéral ou les services de renseignement. Des renforts, demanda Dan à ses prisonniers. Plutôt du nettoyage, dit O'Neill avec un sourire maladif. Nous avons raté notre dernier contrôle. Le protocole impose une désinfection immédiate des yeux. Désinfection, tout le monde meurt, expliqua Hélène avec complaisance. Y compris toi et Tommy. Accident de voiture, fuite de gaz, meurtre, suicide. Ils ont des spécialistes pour faire disparaître les problèmes. L'esprit de Dan s'emballa. Le sous-sol était un cauchemar tactique. Une seule entrée, aucune couverture, 2 otages impossibles à déplacer rapidement. À l'étage, Tommy était vulnérable. L'équipe qui approchait serait supérieure en nombre, dotée de ressources fédérales et sans aucune contrainte en matière de dommages collatéraux. Mais Dan Banks n'avait pas gagné sa réputation en livrant des batailles équitables. Marcus, combien de ces 4 as-tu emporté? 900 G. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre à ces salauds de fédéraux ce qui arrive quand on menace sa famille. Le sourire de Dan fut la dernière chose qu'Hélène et O'Neill virent. Chapitre 4. Dette de sang. L'explosion détruisit le sous-sol, les fondations et la majeure partie du rez-de-chaussée. Dan et Marcus avaient évacué Tommy par le système d'évacuation des eaux pluviales derrière la maison 60 secondes avant l'explosion des charges. Depuis leur position dans les bois voisins, ils observèrent les occupants du SUV noir foncer vers les ruines en flammes. Leur formation tactique, professionnelle, était inefficace face à un ennemi déjà repositionné. Une équipe de 4 hommes observa Marcus aux jumelles. Du matériel fédéral, mais aucune marque d'identification. Des unités fantômes, dit Dan. Probablement des agents de la CIA ou du DHS. Tommy, emmitouflé dans la veste de Dan, digérant encore la réalité, sa maison venait d'être réduite en décombres fumants. Hélène et le shérif sont morts, demanda-t-il doucement. Oui, répondit Dan sans hésiter. Ils ne peuvent plus te faire de mal? Le garçon hocha la tête, les yeux secs. À 8 ans, il avait déjà appris que certaines personnes portaient des masques amicaux tout en abritant des monstres. Cette leçon lui serait utile dans les années à venir. Le téléphone de Dan vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Nous avons d'autres enfants. Cessez les opérations ou ils meurent. Ils sont rapides, remarqua Marcus. Réponse du réseau dans les 15 minutes suivant l'explosion, ce qui signifie qu'ils sont locaux, répondit Dan en tapant. Des lieux et des preuves de vie, où je brûlais tout. La réaction fut immédiate. Des photos de 5 enfants, âgés de 6 à 10 ans, attachés par des attaches en plastique dans ce qui ressemblait à un entrepôt. Dan reconnut 2 visages dans les archives du sous-sol. Les jumeaux de Martha Alexander étaient indiqués comme en cours. Route industrielle du quartier des entrepôts. Venez seul. Un piège, c'est clair, dit Marcus. Dan acquiesça évidemment. C'est pourquoi nous n'y allons pas. Au lieu de cela, ils passèrent l'heure suivante à effectuer des reconnaissances sous plusieurs angles. L'entrepôt était isolé, parfait pour une embuscade, mais il offrait aussi des avantages à quelqu'un prêt à penser de manière asymétrique. Dan avait passé des années à combattre des ennemis qui utilisaient des boucliers humains, qui se cachaient parmi les civils convaincus que les soldats occidentaux étaient limités par les règles d'engagement. Ces ennemis n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme Dan Banks. Périmètre de sécurité, demanda-t-il. 6 hommes en patrouille tournant toutes les 20 minutes. Des professionnels, mais ils s'attendent à un assaut frontal ou à une tentative de négociation. Ils ne s'attendent pas à une guerre totale. Le plan exposé par Dan était simple dans son concept, terrifiant dans son exécution. Marcus créerait une diversion du côté et du bâtiment. Des explosifs seraient utilisés pour simuler une brèche d'une équipe d'assaut. Pendant que la sécurité interviendrait, Dan s'infiltrerait par le sud, où l'imagerie thermique montrerait que les enfants étaient retenus. Règle d'engagement, demanda Marcus. Aucun survivant, répondit simplement Dan. Ce réseau opère depuis plus de 10 ans. Combien d'enfants pensez-vous qu'ils ont pris en charge pendant cette période? Combien de familles ont été détruites? Marcus acquiesça. Et l'extraction? Une fois les enfants en sécurité, nous remontons la chaîne. Hélène a mentionné les coordinateurs régionaux, les opérations au niveau des États. Nous les traquons tous. Ce n'est pas une mission, Dan. C'est une croisade. Alors,
il vaut mieux commencer à prier. L'assaut a commencé à 21h. Les explosifs de diversion de Marcus ont illuminé la nuit, attirant les forces de sécurité vers ce qui semblait être une attaque multivectorielle venant de l'Est. Dan a profité du chaos pour pénétrer le mur sud, se déplaçant à l'intérieur de l'entrepôt comme une ombre. Il a trouvé les enfants dans un bureau aménagé, gardé par 2 hommes trop concentrés sur les explosions extérieures pour remarquer la mort approchant par derrière. Le coup de couteau de Dan était silencieux, efficace, expérimenté. Les gardes sont morts sans un bruit. « Je suis là pour vous ramener chez vous », a-t-il murmuré aux enfants terrifiés en coupant leurs liens. « Restez silencieux. Restez près de vous. Faites exactement ce que je vous dis. » Les jumeaux de Martha Alexander, Bobby et Jerry Paul, levèrent vers lui les yeux creux d'enfants ayant perdu confiance en la protection des adultes. Mais ils suivirent ses instructions, bougeant à son rythme, s'arrêtant à son arrêt, lui faisant confiance car ils n'avaient pas d'autre choix. L'extraction aurait dû être propre. Dan avait neutralisé 6 autres agents de sécurité pendant leur mouvement vers la sortie. Chaque mort était chirurgicale et silencieuse, mais alors qu'ils atteignaient le point de rendez-vous où Marcus attendait avec le véhicule, une voix familière le stoppa net. Dan Banks, le grand héros américain. Dan se retourna, poussant les enfants derrière lui. Le colonel Martinez, son commandant, se tenait à 15 mètres, un fusil pointé sur eux. Derrière lui se trouvaient 4 autres soldats en tenue de combat. Des hommes que Dan reconnaissait de sa propre unité. Monsieur, la voix de Dan exprimait toute une vie de conditionnement militaire, même si son esprit s'emballait pour assimiler cette trahison. Pensiez-vous vraiment qu'on vous laisserait détruire des années de culture minutieuse pour une seule cellule compromise? Martinez demanda, le réseau compte des centaines d'actifs, banques, militaires, forces de l'ordre, services de renseignement. Ce sur quoi vous êtes tombé ce soir était sacrifiable. Ce sont des enfants, colonel. Ce sont des actifs, corrigea Martinez. Des biens précieux sur un marché très lucratif, et vous êtes sur le point d'en devenir un, vous aussi. Le piège était élégant dans sa simplicité. Dan avait été autorisé à sauver les enfants pour avoir l'impression de gagner, afin que sa capture soit encore plus dévastatrice psychologiquement. Il voulait le briser complètement avant le recrutement pour garantir sa loyauté grâce aux liens traumatiques. Ils avaient commis une erreur de calcul cruciale. Dan Banks était déjà brisé, depuis le moment où il avait trouvé Tommy enchaîné dans leur sous-sol. Ce qui se tenait devant eux maintenant n'était pas un soldat contraint par la loi, la morale ou la chaîne de commandement. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Un père qui n'avait plus rien à perdre. Marcus, dit-il doucement dans son interphone. Allumez-les. Le bruit des fusils de précision résonna dans le quartier des entrepôts tandis que la tête du colonel Martinez explosait comme une pastèque. Avant que son corps ne touche le haut-sol, Dan avançait. Les enfants étaient oubliés tandis qu'il passait en mode combat. La fusillade dura 3 minutes. À la fin, 4 membres de l'élite des forces spéciales américaines gisaient morts sur le parking, tués par des hommes qu'ils avaient entraînés, des hommes qu'ils avaient trahis. Des hommes qui comprenaient que certaines limites, une fois franchies, effaçaient tous les liens qui avaient existé auparavant. Papa. La voix de Tommy provenait du véhicule où Marcus avait placé les enfants secourus. Dan baissa les yeux sur ses mains couvertes de sang, sur les corps autour de lui, sur les enfants témoins d'une nouvelle démonstration de brutalité adulte. Il pensa au réseau, à l'ampleur de la corruption, à l'impossibilité de combattre un ennemi ancré au sein même des institutions censées protéger les innocents. Nous allons avoir besoin d'aide, dit-il à Marcus. Quel genre d'aide? Le sourire de Dan était vide de chaleur, mais plein de promesses. Le genre qui ne pose pas de questions et ne laisse pas de témoins. Chapitre 5. Des tempêtes qui se préparent. La planque était un garage automobile abandonné à la périphérie de Charlotte, l'un des dizaines d'autres. Des lieux hors réseau que Marcus maintenait grâce à ses contacts de sécurité privée. Dan était assis à une table pliante recouverte de dossiers, de photos et d'appareils électroniques récupérés dans l'entrepôt. Les enfants secourus dormaient d'un sommeil agité dans l'arrière-boutique, leur rêve hanté par des expériences qu'aucun enfant ne devrait endurer. Tommy était différent des autres. Il n'avait pas parlé depuis son départ de l'entrepôt, n'avait pas pleuré, n'avait montré aucune des réactions normales que Dan attendait d'un enfant de 8 ans témoin de multiples morts violentes. Au lieu de cela, il avait aidé à organiser l'épreuve avec une efficacité troublante. Son jeune esprit s'adaptait déjà à un monde où les monstres portaient des badges et des uniformes. On a un problème,
annonça Marcus en revenant de son installation de communication. L'explosion chez vous a fait la une des journaux nationaux. Enquête pour terrorisme intérieur. Groupe de travail du FBI. Les travaux. Article de couverture. Demanda Dan sans lever les yeux du téléphone crypté du colonel Martinez. L'explosion d'une fuite de gaz a tué 3 personnes. Vous, Hélène et le shérif O'Neill. Le corps de Tommy était trop endommagé pour être identifié, mais il est présumé mort. Tu es officiellement un fantôme. Bien. Les morts ne laissent pas de traces écrites. Dan avait systématiquement infiltré les communications du réseau pendant 6 heures. Ce qu'il a découvert l'a glacé. L'opération dépassait largement ses estimations initiales. Des réseaux de trafic coordonnés dans 47 États, des connexions internationales sur 6 continents et une clientèle comprenant de hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprises et des services de renseignement étrangers. Combien d'enfants, demanda Marcus en lisant par-dessus son épaule. Estimation prudente, 10 000 ont transité par le système rien qu'au cours des 5 dernières années. La voix de Dan était cliniquement détachée, mais ses mains tremblaient en parcourant les relevés de transactions. Prix moyen entre 50 et 200 000 selon l'âge, l'apparence et les spécifications. Spécifications, formation. Certains clients préfèrent des enfants qui ont été brimés de manière spécifique. D'autres les veulent en parfait état. Le réseau s'adresse aux 2 marchés. Marcus resta silencieux un long moment. Ce n'est pas de la corruption policière, Dan. C'est une économie parallèle dont les revenus avoisinent les 2 milliards par an. Dan a confirmé qu'il ne se contentait pas de trafiquer des enfants, il les exploitait. Système d'accueil familial, orphelinat à l'étranger, programme pour réfugiés, tout était compromis, tout alimentait cette machine. L'ampleur était stupéfiante. Ce que Dan avait d'abord pris pour un réseau de trafiquants régional était en réalité une entreprise internationale sophistiquée, dotée des ressources et de la protection d'une petite nation. Le combattre par les voies traditionnelles serait impossible. Trop de juges achetés. Trop de législateurs compromis. Trop d'agences policières infiltrées. Mais Dan n'avait pas l'intention de combattre par les voies traditionnelles. « J'ai besoin d'Henry Goodwin, dit-il. Marcus haussa un sourcil. L'homme à tout faire. Dan, cet homme est complètement hors jeu. Aucune surveillance gouvernementale, aucune règle d'engagement, aucune responsabilité. Exactement. Henry Goodwin avait été le responsable de Dan lors de ses opérations les plus secrètes, des missions qui n'existaient pas dans des pays où l'Amérique n'était jamais officiellement entrée, ciblant des individus jamais officiellement identifiés. Lorsque Goodwin a disparu du service public il y a 5 ans, des rumeurs suggéraient qu'il s'était mis à son compte, offrant ses services aux plus offrants. Dan pariait que ces rumeurs étaient vraies. Comment retrouver? On ne le trouve pas. Il nous trouve. Dan activa un protocole de communication d'urgence qu'il avait mémorisé mais jamais utilisé. Une série de messages codés publiés sur des forums spécifiques en ligne, conçus pour atteindre Goodwin où qu'il soit en activité. La réponse arriva dans les 2 heures. Les coordonnées d'une réunion dans une usine textile abandonnée près de Greensboro. Ça pourrait être un piège, prévint Marcus. Tout est piège maintenant, répondit Dan. La question est de savoir si nous le déclencherons en premier. Ils arrivèrent à l'usine textile, armés pour la guerre. Mais Goodwin attendait seul, assis sur un rebord de béton, fumant une cigarette. Il paraissait plus vieux que dans les souvenirs de Dan. Cheveux gris, rides plus profondes autour des yeux, l'apparence usée d'un homme qui avait scruté les recoins les plus sombres de l'humanité et perdu des morceaux de son âme en chemin. Dan Banks Goodwin dit sans se retourner, « J'ai entendu dire que vous étiez mort dans une explosion de gaz. Les rumeurs de ma mort ont été largement exagérées. Selon les médias, en compagnie de votre femme et de votre fils, le regard de Goodwin se posa sur Tommy, qui se tenait à côté de Dan avec le calme vigilant d'un enfant qui a appris que la sécurité était temporaire. Intéressant. J'ai besoin de votre aide, Henry. Je l'ai compris à votre façon de communiquer, plutôt théâtrale. Goodwin écrasa sa cigarette. Quel est le but? Dan lui tendit un dossier contenant tout ce qu'ils avaient découvert sur le réseau. Goodwin lut en silence, son expression immuable. Mais Dan remarqua que ses mains se crispaient sur les papiers. Ambitieux, dit finalement Goodwin. Stupide, mais ambitieux. Vous voulez déclarer la guerre à une organisation dotée de milliards de ressources, d'une protection fédérale et de connexions internationales. Oui, avec quelle armée?
N'importe quelle armée que vous pouvez fournir. Goodwin rit. Mais il n'y avait aucune trace d'humour. Mes services ne sont pas donnés, Dan. Et ce n'est pas le genre de travail avec un taux de survie élevé. Fixez votre prix. Une autonomie opérationnelle totale. Pas de supervision, pas de règles d'engagement, pas de questions sur les méthodes ou les pertes. Terminé. Et quand c'est fini, quand ce réseau est complètement détruit, toi et moi ne nous sommes jamais rencontrés. Vous ne savez rien de ce qui se passera ensuite. Dan réfléchit à cela. Que se passe-t-il ensuite? Expansion internationale. Il existe des réseaux similaires en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, tous connectés, tous alimentant le même marché mondial. Détruire l'opération américaine ne sera qu'un début. Les implications frappèrent Dan comme un coup physique. Il ne s'agissait pas de sauver son fils ou de se venger d'Hélène. Et O'Neill. Il s'agissait de découvrir un cancer qui s'était métastasé dans toute la civilisation humaine elle-même. Depuis combien de temps le sais-tu? Il a demandé. Des années, a admis Goodwin. J'ai construit des actifs, collecté des renseignements, attendant le bon moment pour agir. Votre petite situation domestique vient de fournir le catalyseur parfait. Vous m'avez surveillé. J'ai surveillé tout le monde, Dan. Le réseau recrute dans les opérations militaires spéciales pour une raison. Nous sommes les seuls à posséder les compétences et la flexibilité morale nécessaires pour les combattre efficacement. Dan réalisa qu'il était à nouveau recruté, mais cette fois pour une guerre en laquelle il croyait. Que attendez-vous de moi? Tout. Accès complet à vos renseignements, vos contacts, le témoignage de votre fil sur le fonctionnement du réseau. Tommy a 8 ans. Tommy a 8 ans et a mieux vu leur structure opérationnelle que la plupart des enquêteurs fédéraux. Les enfants remarquent des choses qui échappent aux adultes, des visages, des voix, des procédures, des mesures de sécurité. Dan regarda son fils, ce garçon qui avait traversé l'enfer mais qui était toujours debout, toujours en train de se battre, lui faisant toujours confiance pour faire les bons choix. Tommy, qu'en penses-tu? La voix du garçon était ferme, plus âgé que son âge. Je pense qu'ils ont blessé d'autres enfants comme ils m'ont blessé. Et je pense que quelqu'un devrait les arrêter. Goodwin sourit, la première expression authentique que Dan ait vue de sa part. J'aime ce gamin. Il a du potentiel, pourquoi? Survie. Goodwin a simplement dit que la guerre s'annonce. Ce sera la compétence la plus précieuse de toutes. Chapitre 6. Règles d'engagement. La guerre a commencé à 3 heures du matin un mardi matin avec l'élimination systématique de 7 coordinateurs de réseau répartis dans 4 États. Les actifs de Goodwin bougeaient comme des ombres. Anciens membres des opérations spéciales, agents du renseignement et mercenaires qui avaient été chassés par divers gouvernements pour leur trop grande efficacité en matière de violence. Ils ont frappé simultanément, précisément, ne laissant aucun survivant et aucune preuve pouvant être attribuée à une organisation ou à un individu. Dan a coordonné depuis la planque de Charlotte en utilisant des communications cryptées pour suivre les progrès et ajuster les objectifs en fonction des renseignements en temps réel. Tommy avait fourni des descriptions détaillées des hommes qui avaient rendu visite à Hélène et O'Neill et un logiciel de reconnaissance faciale avait identifié 12 acteurs clés du réseau régional. À l'aube, 8 d'entre eux étaient morts. Tant de réponses? A demandé Dan alors que les rapports filtraient. Plus rapidement que prévu, Goodwin a répondu via le lien sécurisé. Des groupes de travail fédéraux se mobilisent dans toutes les zones touchées. Quelqu'un de haut placé téléphone. À quelle hauteur? Assez élevé pour coordonner les ressources du FBI, de la DEA et du DHS dans les 6 heures suivant le premier coup. Cela retient l'attention du cabinet. Dan a traité ces informations en étudiant le trafic de communication du réseau. Les frappes simultanées avaient déclenché des protocoles d'urgence, des refuges évacués, des actifs relocalisés, des opérations suspendues, mais elles avaient également révélé la véritable étendue du réseau à travers leurs réactions de panique. Il se replie vers des positions renforcées, observa Marcus, surveillant les interceptions électroniques et se consolidant dans 3 emplacements principaux. Les emplacements ont été stratégiquement choisis. Un complexe militaire privé en Virginie, un centre fédéral de formation des forces de l'ordre en Géorgie et une retraite religieuse dans le Montana qui a servi de couverture à une opération plus large. Chaque site était lourdement défendu, officiellement sanctionné et légalement intouchable par les forces de l'ordre conventionnelles. Stratégie de forteresse, dit Dan. Il parie que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour mener des opérations de siège soutenues. Vraiment?
demanda Marcus. Nous sommes sur le point de le découvrir. Tommy était resté silencieux pendant les briefings du matin, assis dans un coin avec une tablette et les fichiers récupérés du réseau. Dan lui avait donné accès aux photographies des enfants, dans l'espoir qu'il puisse reconnaître des visages ou fournir des renseignements supplémentaires sur les opérations de trafic. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que son fils de 8 ans devienne analyste tactique. « Papa » dit Tommy en levant les yeux de l'écran. « Je pense qu'il y a autre chose. »« Que veux-tu dire ?» Tommy a récupéré une série de documents financiers qui avaient été récupérés dans les dossiers du colonel Martinez. Ces chiffres ne correspondent pas. Dan regarda par-dessus l'épaule de son fils des colonnes de chiffres qui ne signifiaient rien pour lui. « Je ne comprends pas les enfants », expliqua Tommy avec le ton neutre de quelqu'un discutant d'inventaire. Ils disent avoir traité 10 000 enfants, mais l'argent qu'ils ont reçu s'élevait à peut-être à 3 000. Marcus les rejoignit, étudiant l'analyse financière que Tommy avait effectuée. Les enfants, non. Les projections de revenus par rapport au paiement réel montrent un écart important. Qu'est-ce que ça veut dire ? A demandé Dan. Cela signifie qu'ils mentent sur les chiffres, a déclaré Tommy. Soit ils traitaient moins d'enfants, soit certains d'entre eux n'étaient pas vendus. Termina Marcus. Ils ont été conservés. Les implications ont envoyé de la glace dans les veines de Dan. Si 7 000 enfants n'avaient pas été vendus à des acheteurs externes, où seraient-ils ? Que faisait le réseau avec eux de plus précieux qu'une vente immédiate ? Recherche. La voix de Goodwin résonna dans le système de communication alors qu'il revenait de la coordination de la prochaine phase des opérations, des expérimentations médicales, du conditionnement psychologique et des programmes de formation spécialisés. Le réseau ne se contente pas de trafiquer des enfants. Il les fabrique. Les fabriquer pour quoi faire ? Active de nouvelle génération. Des agents qui ont été conditionnés dès l'enfance à suivre les ordres sans poser de questions, à s'adapter à n'importe quel environnement, à ne ressentir aucun attachement émotionnel aux cibles ou aux opérations. Dan a pensé au calme inhabituel de Tommy pendant la violence, à son approche analytique de la structure du réseau, à son acceptation de la brutalité nécessaire. La durée du conditionnement varie selon l'âge et le profil psychologique, mais de manière générale, les enfants traités par le système émergent comme des sociopathes fonctionnels dotés de compétences spécialisées et ceux qui ne s'adaptent pas sont éliminés. Goodwin a simplement déclaré que le réseau avait des normes très élevées en matière de contrôle de qualité. Dan est resté silencieux pendant un long moment, étudiant son fils avec de nouveaux yeux. Tommy avait été programmé pour le traitement et avait survécu aux étapes initiales du programme du réseau. Dans quelle mesure le conditionnement avait-il déjà eu lieu ? Dans quelle mesure son acceptation calme était-elle une résilience naturelle ? Et quelle était la réponse programmée ? Les 3 installations, dit Dan, changeant de sujet avant que ses pensées ne puissent aller plus loin. Quelle est notre approche ? Assaut simultané, répondit Goodwin. Force écrasante, perte maximale, destruction complète. Aucun prisonnier, aucun survivant, aucune preuve laissée derrière. Dommages collatéraux acceptables. Ces établissements accueillent des centaines d'enfants chaque année. Les pertes que nous subirons lors de l'assaut seront insignifiantes comparées aux vies sauvées par un arrêt permanent. Marcus étudiait les images satellites des 3 cibles. Le complexe de Virginie dispose de défenses de niveau militaire, de systèmes anti-aériens, de bunkers renforcés et de forces de réaction. Ce n'est pas un raid. C'est une opération militaire, c'est pourquoi nous ne menons pas de raid. Goodwin a dit que nous menions un siège. Le plan présenté par Goodwin était époustouflant par sa portée et sa brutalité. Plutôt que d'attaquer directement, ils élimineraient systématiquement les infrastructures qui soutiennent chaque installation, les réseaux électriques, les réseaux de communication, les chaînes d'approvisionnement, le personnel et les transports. Les défenseurs seraient isolés, aveuglés et lentement privés de ressources jusqu'à ce qu'ils se rendent ou meurent d'usure. Chronologie, a demandé Dan. 2 semaines pour un isolement complet. Encore une semaine pour qu'ils réalisent qu'aucune aide ne viendra. Assaut final lorsqu'ils sont suffisamment faibles pour offrir une résistance minimale. Et les enfants à l'intérieur de variables inconnues. Bon, une fois admis. Certaines installations utilisent des enfants comme boucliers humains. D'autres ont des plans d'urgence pour une élimination massive afin d'empêcher les secours. Adaptera les tactiques en fonction des renseignements recueillis pendant la phase de siège. Dan se rendit compte qu'il discutait de la mort possible de centaines d'enfants avec le même détachement clinique dont le réseau avait fait preuve. La guerre contre les monstres les transformait eux-mêmes en monstres.
Il doit y avoir une autre solution, a-t-il déclaré. Il y en a, a répondu Goodwin. Nous pouvons nous en aller. Laissons le réseau se reconstruire, trouver de nouvelles installations, traiter des milliers d'enfants supplémentaires via leur système. Ton choix, Dan. Dan regarda Tommy, Marcus, et les preuves du mal systématique répandues autour de la table. Il pensait aux enfants de l'entrepôt, aux jumeaux de Martha Alexander, à toutes les familles détruites par les opérations du réseau. Quand est-ce qu'on commence, il a demandé. Le sourire de Goodwin était froid et définitif. Nous avons déjà le siège du chapitre 7. L'électricité a été coupée dans l'enceinte de Virginia jeudi matin, suivie d'une panne de communication 30 minutes plus tard. Vendredi, les installations de traitement des eaux desservant la région avaient subi une panne catastrophique que les autorités locales imputaient au vieillissement des infrastructures. Les camions de ravitaillement du week-end ne sont jamais arrivés en raison d'une série d'accidents de la route qui ont bloqué toutes les principales voies d'accès. Dan surveillait les opérations de siège depuis un poste de commandement que Goodwin avait établi dans une station de radio abandonnée à 65 km du complexe. Des banques d'ordinateurs ont montré en temps réel des renseignements provenant de drones de surveillance, d'interceptions de communication et d'actifs humains positionnés autour de chaque installation cible. Les bastions du réseau sont systématiquement étranglés sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. État du troisième jour, puis demande, le complexe de Virginie est passé à des générateurs de secours, mais les approvisionnements en carburant sont limités, a rapporté Goodwin. L'installation de Géorgie fonctionne selon des protocoles d'urgence. Montana Retreat a tenté d'évacuer hier, mais a perdu 3 véhicules à cause des explosifs sur la route. Les pertes sont minimes de notre côté. Ils ont perdu 37 personnes au total dans les 3 installations. Dan étudia les affichages tactiques indiquant l'état de chaque installation. Les indicateurs rouges marquaient les défaillances des infrastructures. Le jaune montrait des capacités dégradées. Le vert signifiait les systèmes opérationnels. Les écrans étaient désormais presque entièrement rouges. Combien d'enfants y a-t-il à l'intérieur? Il a demandé. Les meilleures estimations suggèrent un total de 400 à 500 dans les 3 établissements, a répondu Marcus. Nous surveillons les communications interceptées, mais nous voyons des références à quelque chose appelé protocole 7 dans leur transmission d'urgence, ce qui est inconnu. Les communications sont trop fragmentées pour fournir un contexte. Tommy leva les yeux du coin où il travaillait avec les fichiers récupérés. Le protocole 7 est la fin, dit-il doucement. Les 2 hommes se sont tournés vers l'enfant de 8 ans. Comment le sais-tu? A demandé Dan. Hélène en parlait parfois au téléphone. Si les opérations étaient compromises, si le sauvetage était imminent, si le réseau était menacé d'exposition. La voix de Tommy était neutre. Clinique. Tuez tous les enfants. Détruisez toutes les preuves. Blâmez les terroristes extérieurs. Meurtre de masse. Marcus respira. Assurance. Corrigea Tommy. Les enfants morts ne peuvent pas témoigner. Les installations détruites ne peuvent pas faire l'objet d'une enquête. Les attaques terroristes justifient une augmentation du financement de la sécurité. Dan sentit quelque chose de froid lui serrer l'estomac. Combien de temps avant qu'ils mettent en œuvre le protocole? 7h02 après la détection initiale de la compromission, répondit Tommy en consultant ses notes. Mais les variables incluent la pression externe, l'attention des médias et l'évaluation de la probabilité de sauvetage. Ce qui signifie demain, a déclaré Goodwin, après avoir écouté la conversation, ils mettent en œuvre demain matin, ce qui signifie que nous attaquons ce soir. Le plan d'assaut simultané avait été affiné au cours de 3 jours de surveillance et de collecte de renseignements. Chaque installation serait attaquée par des équipes distinctes utilisant des tactiques différentes. Le complexe de Virginie a nécessité de violents assauts en raison de ses défenses militaires. La Géorgie serait infiltrée par son système d'eau compromis et le Montana serait confronté à une attaque terrestre révolutionnaire conçue pour ressembler à du terrorisme intérieur. Règle d'engagement, a demandé Dan. Tuer tout le monde sauf les enfants, répondit Goodwin. Toute personne en âge d'être complice de l'opération décède. Toute personne suffisamment jeune pour être une victime est extraite. Comment faire la différence? La limite d'âge est de 16 ans. En dessous, ce sont des victimes. Au-delà, ce sont des combattants. Dan a pensé aux victimes adolescentes qui auraient pu être conditionnées à se conformer, aux jeunes adultes qui avaient été traités par le système et qui étaient devenus des atouts opérationnels. La limite d'âge était arbitraire,
brutal est probablement la meilleure chose qu'il pouvait faire dans ces circonstances. Qu'en est-il de la préservation des preuves? Demanda Marcus. Priorité secondaire, a déclaré Goodwin. Les enfants d'abord, l'intelligence ensuite, tout le reste est inutile. Le briefing s'est poursuivi pendant encore 1 heure, couvrant les itinéraires d'extraction, les protocoles de communication et les plans d'urgence pour tout, du soutien aérien à l'attaque nucléaire. L'opération de Goodwin disposait de ressources que Dan n'avait pas imaginées. Des entrepreneurs militaires privés, des moyens de renseignement étrangers et une technologie qui n'existait pas officiellement. Qui finance cela? A demandé Dan pendant une pause. Des gens qui attendaient que quelqu'un déclare la guerre au réseau, a répondu Goodwin. Familles riches dont les enfants ont été enlevés. Les gouvernements étrangers en ont assez du trafic de leurs citoyens. Services de renseignement qui ont perdu du personnel à cause des efforts de recrutement du réseau. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? 8 ans. Depuis que ma propre fille a disparu lors d'un voyage scolaire à Washington, D.C. Dan se tut. Il n'avait jamais su que Goodwin avait une famille. Je n'avais jamais pensé aux motivations personnelles qui motivaient cette opération. L'avez-vous trouvé? Il y a 2 ans, dans un établissement en Thaïlande, complètement en panne, complètement programmée. La voix de Goodwin était ferme et contrôlée. Elle ne m'a pas reconnu. Je ne me souvenais pas de son nom, de son enfance, de sa vie d'avant. Il l'avait transformée en quelque chose de complètement différent. Que lui est-il arrivé? Elle est maintenant dans un établissement spécialisé. Thérapie de déprogrammation, tentative de reconstruire un semblant d'émotion humaine. Goodwin regarda directement Dan. Les médecins disent qu'elle pourrait retrouver ses fonctions de base d'ici 5 à 10 ans. Elle ne se souviendra peut-être jamais d'avoir été ma fille. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez efficace. À la tombée de la nuit, les équipes d'assaut se sont positionnées autour de chaque installation cible. Dan s'est retrouvé affecté au complexe de Virginie, dirigeant une équipe de 12 hommes à travers le périmètre de défense qui avait été systématiquement dégradé au cours des 3 derniers jours. Tommy est resté au poste de commandement avec Marcus, surveillant les communications et fournissant des renseignements tactiques basés sur sa connaissance des procédures réseau. Everwatch en position a transmis le rapport via l'écouteur de Dan. Les équipes de brèche sont prêtes. Éléments de soutien en attente. Dan a regardé le complexe à travers sa lunette de vision nocturne. 3 jours de siège avaient fait des ravages. Éclairage de secours au lieu d'un éclairage complet. Modèle de patrouille réduit. Des positions défensives qui suggéraient le désespoir plutôt que la confiance. Exécuté. Ordonna Goodwin. La phase finale de la guerre a commencé par un silence brisé par une violence soudaine et dévastatrice. Chapitre 8. Sang et feu. L'assaut contre le complexe de Virginie a duré 47 minutes et a laissé l'installation ressembler à une zone de guerre. L'équipe de Dan avait percé le périmètre et tandis que les attaques de diversion attiraient les défenseurs vers de multiples fausses cibles. Au moment où les forces de sécurité du réseau ont réalisé la véritable nature de l'attaque, la moitié de leur personnel était mort et les enfants de l'établissement étaient évacués par des tunnels dont Dan ignorait l'existence. 63 enfants extraits. Marcus rendait compte via le système de communication tandis que Dan se déplaçait dans les sections administratives du complexe. De 4 à 15 ans. Divers états de conditionnement et traumatisme physique. Des victimes dans l'opposition? Demanda Dan en enjambant le corps d'un garde qui tentait d'exécuter des enfants lorsque les balles de Dan l'atteignirent. Tout le personnel hostile neutralisé. Aucun survivant. Dan avait arrêté de compter ses victimes personnelles après la première douzaine. Les défenseurs du réseau s'étaient battus avec le désespoir d'hommes qui savaient que la capture signifiait soit la prison à vie, soit l'exécution immédiate. Mais ils avaient été dépassés en armement, déjoués et complètement mal préparés face à un ennemi aux ressources illimitées et sans contrainte morale. Les sections administratives sécurisées, rapporta Teil, se retrouvant dans ce qui semblait être le centre de commandement des installations. Des banques d'ordinateurs présentaient des données opérationnelles provenant de sites à travers le monde. Le réseau américain n'était apparemment qu'une branche d'une opération internationale couvrant tous les continents. Une installation de Géorgie signale une extraction réussie. Une autre voix retentit dans le système de communication. 41 enfants se sont rétablis. Installation détruite. Complication du statut du Montana. Ils ont mis en œuvre le protocole 7 avant notre violation. 38 enfants confirmés morts,
les auteurs éliminés. Dan a senti le poids de ces 38 morts retomber sur ses épaules. 38 enfants qui auraient pu être sauvés s'ils avaient agi plus vite, mieux planifié, mieux anticipé le désespoir du réseau. Téléchargez tout. La voix de Goodwin trancha sa culpabilité. Nous avons besoin d'informations complètes sur les opérations mondiales. Dan a commencé à copier des fichiers depuis les serveurs du centre de commande, transférant des téraoctets de données dont l'analyse complète prendrait des mois. Enregistrement de transactions, dossiers du personnel, procédures opérationnelles, bases de données clients, tout ce que le réseau avait accumulé au fil des années de mal systématique. Mouvement sur le périmètre, quelqu'un a signalé des véhicules fédéraux venant de plusieurs directions. Combien d'effectifs de convoi? Cela ressemble à une réponse fédérale complète. Dan s'est rendu compte qu'ils étaient sur le point de passer de l'opération de sauvetage à la lutte contre les incendies avec les forces de l'ordre américaines. Les connexions fédérales du réseau se mobilisaient pour protéger leur investissement, probablement avec l'ordre d'éliminer tous les témoins et de classer l'ensemble de l'incident. Protocole d'extraction, a-t-il demandé. Négatif, a répondu Goodwin. Nous tenons position et complétons la mission contre. Des agents fédéraux contre des combattants ennemis portant des uniformes fédéraux. La distinction était importante. Dan avait passé sa carrière à suivre les ordres, à respecter l'autorité et à croire aux institutions qu'il avait juré de protéger. Mais ces institutions ont été compromises, corrompues, transformées en armes contre les innocents. Les agents fédéraux qui approchaient ne venaient pas pour sauver des enfants ou arrêter des criminels. Ils venaient pour préserver un système de traite des êtres humains à des fins lucratives. Confirma Rowe. Dan dit dans son calme, quiconque ne porte pas nos couleurs est hostile. La deuxième phase du siège a commencé lorsque des véhicules fédéraux ont encerclé l'enceinte et que des haut-parleurs ont annoncé des demandes de reddition immédiate. Étaient systématiquement détruites, ses actifs éliminés, ses installations fermées et assainies. Café? Demanda Tommy en se glissant sur le siège en face de lui. Le fils de Dan paraissait plus âgé que ses 8 ans, se comportait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait vu les pires possibilités du monde et y avait survécu. Ils avaient passé 3 semaines à voyager à travers l'Europe, en utilisant les nouvelles identités fournies par Goodwin, devançant ainsi la chasse à l'homme international qui avait suivi leur évasion de Virginie. Des nouvelles de Marcus? A demandé Tommy. Toujours caché. La prime sur nos têtes s'élève désormais à 50 millions de dollars chacune. Apparemment, nous valons plus en tant que contrat global. Tommy hocha la tête, traitant cette information avec l'acceptation factuelle qu'il avait développée depuis le début de leur calvaire. Contrôlé émotionnellement. Tout ce que le réseau avait essayé de créer à travers leur programme de conditionnement. Que voulez-vous faire? Dan a demandé, je veux trouver les autres installations. Goodwin a mentionné les opérations internationales. Je veux aider plus d'enfants comme nous l'avons aidé en Virginie. Ce n'est pas une vie pour un enfant, Tommy. Je ne suis plus un enfant depuis que je me suis réveillé, enchaîné dans notre sous-sol. Dan s'est rendu compte que son fils avait raison. Le réseau avait détruit l'enfance de Tommy, l'avait transformé en quelque chose de complètement différent. La question était de savoir si cette transformation était un dommage irréversible ou une adaptation évolutive. Il existe 127 établissements confirmés sur 6 continents, a déclaré Dan, ouvrant un autre fichier sur l'ordinateur portable. Them all down? Years, maybe decade. And that is assuming we survive the first few operations. Tommy was key for a moment, studying the intelligence report Dan had been reviewing. What about the money? What money? The network has financial assets. They processed billions of dollars through this system. Where did it all go? Dan had been wondering the same thing. The intelligence they recovered showed massive revenue stream, but traditional banking record suggested much smaller account balance. The network as well had been hidden somewhere, probably in preparation for exactly this kind d'exposition systématique. Goodwin pense que c'est dans les crypto-monnaies et les comptes offshore, a déclaré Dan. Protégé par un cryptage et des structures juridiques qui rendent la récupération presque impossible. Presque, répéta Tommy. Mais pas complètement, Dan regarda son fils avec un nouvel intérêt. À quoi penses-tu? Le réseau avait besoin de comptables, de directeurs financiers, de personnes maîtrisant les transactions complexes. Il ne pouvait pas gérer une opération de plusieurs milliards de dollars en utilisant uniquement des voyous et des tueurs. Ainsi, certains de ces financiers pourraient être encore en vie,
pourraient être disposés à coopérer s'ils pensaient que la coopération était leur seule chance de survie. Dan s'est rendu compte que Tommy proposait de traquer l'infrastructure financière survivante du réseau et d'extraire des informations sur les comptes par le biais d'interrogatoires et d'intimidation. C'était une approche tactique judicieuse, mais elle exigerait qu'ils deviennent exactement le genre de personnes contre lesquelles ils se battent. C'est une voie dangereuse, a prévenu Dan. Tout est dangereux maintenant, répondit Tommy. La question est de savoir si nous voulons être dangereux pour de bonnes raisons ou dangereux sans raison. Le téléphone de Dan vibrait avec un message provenant d'un compte crypté. Nouveaux renseignements sur une installation d'opérations asiatiques en Thaïlande traitant plus de 200 enfants. Fermeture de la fenêtre d'intervention. H. Goodwin, dit Dan en montrant le message à Tommy. L'établissement où sa fille était probablement détenue. Il planifie ça depuis 8 ans. Tommy se leva, laissant de l'argent sur la table pour leur café. Alors on ferait mieux de ne pas le faire attendre. Alors qu'ils marchaient dans les rues bondées de Prague, Dan réalisa qu'ils avaient franchi une ligne sans retour. Ils n'essayaient pas de revenir à une vie normale, et n'envisageaient pas d'arrêter les combats et de s'installer dans un endroit sûr. Ils deviendraient des soldats professionnels dans une guerre qui durerait probablement le reste de leur vie. Tommy, dit-il alors qu'ils approchaient de la gare. Es-tu sûr de ça? Une fois que nous nous engageons sur cette voie, il n'est plus possible de redevenir une famille normale. Nous n'avons jamais été une famille normale, répondit Tommy. Même avant Hélène, même avant le réseau. Tu as toujours été un soldat, papa. Maintenant, je peux en être un aussi. Dan pensa au garçon de 8 ans qui avait été enchaîné dans leur sous-sol. Terrifié et impuissant. Cet enfant était parti pour toujours, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus froid, plus dangereux. Le réseau avait tenté de créer des actifs par des abus et des conditionnements systématiques. Au lieu de cela, ils avaient créé leur propre ennemi parfait. Que veux-tu faire quand tu seras grand? Demanda Dan alors qu'il montait à bord du train pour Vienne. Le sourire de Tommy était vide de l'innocence de l'enfance, mais plein de promesses mortelles. Exactement ce que je suis maintenant, juste meilleur dans ce domaine. Le train s'éloigna de la gare, les transportant vers leur prochaine mission, leur prochaine installation, leur prochaine opportunité de sauver des enfants et de détruire des monstres. Derrière eux, Prague disparaissait au loin. Devant eux se trouvait la Thaïlande, Henry Goodwin, et un établissement traitant 200 enfants qui manquait de temps. Dan Banks était mort officiellement et légalement. Mais l'homme qui avait pris sa place était parfaitement adapté à la guerre qui l'attendait. Un père qui n'a plus rien à perdre. Et tout pourquoi se battre. En partenariat avec un fils qui avait été forgé dans le creuset du réseau et qui est devenu quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Ensemble, ils chasseraient les monstres qui détruisaient leur famille. Ensemble, ils sauveraient autant d'enfants que possible. Et ensemble, ils brûleraient chaque installation, chaque planque, chaque centre opérationnel que le réseau avait construit au cours de décennies de mal systématique. La guerre n'était pas finie. Cela ne faisait que commencer.